Bonjour, Amy Berg. Il y a 45 ans disparaissait une icône de la musique mondiale et du blues, Janis Joplin. Vous lui rendez hommage dans un film événement. Vous racontez Janis. Pourquoi raconter Janis? Bien, je pense que Janis mérite qu'on raconte son histoire parce que, tout d'abord, c'est une des femmes qui a eu le plus d'influence dans l'histoire du rock and roll. Et je pense que son héritage est quelque peu mal compris. Je pense qu'on se souvient surtout de la façon dont elle est décédée, non pas de la façon dont elle a vécu. Oui. Donc, je voulais faire un film sur sa vie. Et qu'est-ce qui la distingue de tous les autres? Je pense qu'en fait, elle était la première femme dans le monde du rock and roll et qu'elle a influencé la plupart des femmes après les années 70. Je pense qu'elle a eu une influence sur toute chanteuse. Elle avait sa propre histoire. Son histoire est devenue sa propre musique et c'est la raison pour laquelle un film la concernant est si important. Il parle de son enfance, de ce qui lui est arrivé pendant ses années de formation et c'est ce qui lui a donné cette voix et qui a fait d'elle la chanteuse qu'elle était. Amy Berg, Janis, extrait de la bande-annonce. Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? She took a flag and made a place in rock and roll for women. She was the first. My friends all drive Porsches. I must make amends. Janis was fearless with her pain and with her truth. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. Feeling things and really getting into it? That's fun. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes? C'est un documentaire étonnant. Elle est touchante, Janis Joplin. C'est l'histoire d'une petite Américaine complexée, pas très jolie, à l'école, humiliée parfois. Janis a grandi au Texas, dans une ville extrêmement conservatrice, essentiellement peuplée de Blancs, et elle avait une voix qui n'était pas bien accueillie à Port-Arthur. Elle parlait d'égalité, elle croyait en l'équité, et ses camarades de classe ne lui rendaient pas la vie facile. Elle a été harcelée en tant que jeune adolescente, et c'est pourquoi elle s'est tournée vers le blues. Elle a commencé à écouter Bessie Smith, Odetta Ledbelly, et elle a commencé à former sa carrière musicale à Port-Arthur, au Texas. Oui. Elle est complexée, mais je le disais, elle n'est pas très jolie dans son enfance. Elle a du mal à séduire. Elle est passée par une phase très difficile, comme beaucoup de jeunes filles. Et elle a pris du poids, elle a eu de l'acné, et les garçons la traitaient très mal. On avait même décidé qu'elle était la plus moche sur le campus lorsque elle est entrée à la fac. Et ça l'a blessée à tout jamais. Elle avait un complexe par rapport à son physique. Elle ne pensait pas qu'elle était suffisamment belle ou bonne. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle est allée à San Francisco. Elle a commencé à chanter dans les cafés et les gens ont commencé à répondre, ont entendu leur voix, à réagir. Et c'est ce qui l'a rendue heureuse. Regardez-la, Janis. The audience leaves, and you're left with yourself. C'est aussi les plaisirs défendus, Janis Joplin, l'alcool, finalement une forme d'autodestruction. Oui, dans les années 60 à San Francisco, la façon dont ses amis en parlent, c'est qu'en fait, tout le monde s'y est mis un petit peu et s'amusait. Mais bien entendu, l'héroïne est une substance dangereuse et Janis l'utilisait pour oublier toute la douleur qu'elle ressentait. Et dans le documentaire, elle parle de l'importance pour elle de tout sentir. Et vous le voyez d'ailleurs quand elle chante, que ce n'est pas uniquement sa peine qu'elle ressent, mais elle établit un lien avec l'auditoire et le public. Elle sent tout. Je pense que beaucoup de ses amis m'ont dit qu'il fallait qu'elle puisse bloquer une partie de toute cette douleur et cette peine qu'elle absorbait, celle des autres. Et quand elle chante, ça donne ça, regardez. On a l'impression qu'elle donne tout ce qu'elle a, qu'elle donne tout son cœur et ses tripes sur scène.
Oui, elle n'est pas du tout centrée sur elle-même. Lorsqu'elle est sur scène, il n'y a pas de frontière entre elle et le public. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les gens la comprennent. Elle donne tout. Oui, elle parle de sa vie, elle parle d'elle, et elle parle au monde aussi, parce que 45 ans après, elle reste une icône irremplacée. Oui, bien sûr, sa musique n'a pas de temps. Elle n'est pas une musique qui appartient à une époque. On n'a pas l'impression qu'elle a été écrite il y a 45 ans. C'est comme la musique classique. Et elle a eu une empreinte très importante sur la musique. Comme vous l'avez dit, elle raconte au public qu'elle est seule. Elle leur dit qu'elle cherche un homme. Elle leur dit ce qu'elle ressent. Donc, en fait, elle est extrêmement vulnérable. Et il y a également toutes les interviews qu'elle a faites avec un de nos animateurs, Dick Cavett, qui est très connu aux États-Unis et qui avait des relations un peu candides avec elle. Elle était très honnête. Le monde entier savait que Janice était seule et qu'elle cherchait plus que cela. Oui, quand elle dit « Telle maman », elle parle de son enfance. Vous avez retrouvé des lettres qui sont lues pendant le documentaire, des lettres intimes où elle se raconte. Lorsque j'ai rencontré Michael et Joe Joplin, il y a plus de 7 ans, l'une des premières choses que j'ai pu voir, c'était les lettres que Janice avait écrites à sa famille. Elle écrivait des lettres à ses amants. Et certaines de ces lettres vous brisent le cœur parce que cette femme qui est à San Francisco et qui a une vingtaine d'années et qui essaye d'être acceptée par sa famille, et elle veut à la fois être connue, elle se demande ce que ça signifie pour elle, et vous voyez qu'elle essaye toujours de réfléchir à toutes ces choses-là, et ces lettres, pour moi, étaient les choses les plus importantes qui racontaient toute l'histoire que l'on trouve dans la voix de Janice. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Cat Power, en d'autres termes, Sean Marshall, qui, de son vrai nom, qui lit les lettres. Et vous pouvez dire que même si ce n'est pas Janice, on a l'impression que c'est elle qui les lit. Écoutez-la encore. And the sweet talking mama bear. You need somebody to listen to you, someone to want you, someone to hold you, someone to need you, someone to use you, someone to want you, someone to need you, someone to hold you. You need mama, 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 mama bear. Go to mama, mama. C'est l'icône d'une époque, et c'est aussi une femme, parfois très seule, que vous décrivez dans ce film, Amy Berg. Janice. Oui. Janice, en fait, j'ai parlé à beaucoup de musiciennes pour essayer d'avoir une idée de cette solitude dont vous parlez. Janice jouait devant 10, 20 000 personnes chaque soir et elle donnait tout ce qu'elle avait à son public. Et à la fin de la soirée, tout le monde rentrait chez elle. Elle restait seule avec elle-même. Et c'est une chose très courante pour les rockstars après avoir connu la fièvre de la scène. Et Janice ne savait pas se relaxer de façon saine, et c'est là où l'héroïne est entrée en jeu, et c'est là où sa solitude était encore plus dure. Et c'est quelque chose de malheureux. Mais comme l'a dit Pink lorsque je l'ai interviewée, elle a dit « C'est vous et Dieu et 20 000 autres personnes, et vous donnez tout ce que vous pouvez à votre public, et ensuite la nuit se termine, vous remontez dans un bus, et il y a une bouteille de vin, une bougie, et vous avez 2 heures pour vous calmer, et ensuite vous devez aller vous coucher parce que vous devez refaire la même chose le lendemain. » Et avec ce style de vie, il est difficile de maintenir toujours cette énergie. On ne peut pas toujours être au plus haut. Et je pense que Janice n'avait pas su résoudre cela. Merci beaucoup, Amy Berg. C'est un documentaire vraiment extraordinaire, bouleversant, émouvant, touchant. C'est Janis Joplin qui renaît grâce à vous. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup.